Voilà, merci beaucoup. Et là, Nepsato quoi ça? Vous pouvez m'aider déjà avec la thématique. Oui, oui, grâce au lait, j'avais déjà remis la thématique depuis. Ok, et Zoya, thématique et Asima. Voilà, merci beaucoup. Et aujourd'hui, nous allons, je crois bien qu'avec le bulletin d'information présenté par Josué Ntukobo, vous avez suivi que depuis hier, nous avons un nouveau Premier ministre qui va succéder à Ilunga Ilunkamba. Il y a un changement, vous le savez qu'il y a eu rupture entre la coalition FCC-CACH et maintenant on parle de l'Union sacrée. Et là, on va parler qu'attendre du gouvernement Sama Lukonde. Il a été nommé depuis hier comme nouveau Premier ministre. Pour ce faire, je suis sur ce plateau avec mes invités, avec eux, que nous allons devoir débattre autour de ces sujets. Là, je vais commencer avec Maître Bopol Moupenda, qui est chargé des programmes de l'ONG Accès Association congolaise pour l'accès à la justice. Bonjour, Maître Bopol. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien. Je voudrais d'abord porter une correction à mon nom là, que tu as massacré. Bopol Moupemba. Mon nom c'est Moupemba, voilà. Oui, Ce n'est pas Moupenda. Ok, Moupemba. Et également, aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi j'ai choisi ces mots de maître, même si je ne le reçois pas étant qu'avocat, mais bon. Également, maître Armand Lokeka qui est avec nous, il est coordonnateur du Coran pour les saluts du peuple. Bonjour maître. Bonjour madame. Vous allez bien? Ça va très bien. Voilà, je salue le confrère Popol qui est en face de moi. Voilà. Salut confrère. Bon voilà, alors maître Armand, je vais commencer avec vous. Fin de la coalition, rupture de la coalition FCC-CACH. Aujourd'hui, nous avons un Premier ministre issu de l'Union sacrée de la nation. J'aimerais un peu, avant que nous parlions de du Premier ministre Sama, j'aimerais un peu vous demander la question de savoir votre point de vue par rapport à l'Union sacrée de la nation. Bon, merci madame. Il y avait un élément à corriger, mais comme vous avez réservé la question sur le Premier ministre, après, le courant pour le salut du peuple n'a cessé de dire que l'union sacrée, nous considérons l'union sacrée comme une pensée philosophique du président de la République, jusqu'à preuve du contraire, en dépit de toutes les considérations que le politicien veut donner à cette pensée. Parce que je ne suis pas encore tombé sur une charte ou le statut qui donnerait une personnalité juridique ou qui ferait que l'union sacrée soit considérée comme une structure politique ou apolitique selon le cas. Mais néanmoins, le président a annoncé sa pensée philosophique dans laquelle il est seul détenteur de la subsistance. Et nous avions déjà donné notre façon de voir les choses. Le président ferait pour aider le Congo, et le Congo décolle une fois avec sa pensée, de considérer que l'union sacrée ne peut pas être considérée comme une église ou comme une pensée qui vient faire adhérer les pécheurs pour attendre leur conversion, mais plutôt une pensée qui doit accoucher une nouvelle génération politique qui doit émerger pour aider le Congo d'une autre façon de réfléchir. Mais malheureusement, le courant a constaté avec amertume, avec regret, de trouver une sorte de transhumance inique où les politiciens ne savent pas maîtriser les circonstances de temps. Tu as été hier au pouvoir, aujourd'hui tu dois quand même accepter d'être opposant, puisque tous deux font la démocratie, que ça soit réel et effective. Alors, ceux qui sont en opposition, ce sont des politiciens actifs aussi, comme ceux qui sont au pouvoir. Aujourd'hui, au Congo, nous disons que le Congo, aujourd'hui, n'a pas d'opposants. Tout le monde a traversé. Alors, est-ce que cette union sacrée de la nation, les gens ont-ils compris en réalité la pensée du chef? Et si cela n'a pas été le cas, nous sommes désolés. Peut-être que c'est disent qu'ils doivent apporter une pierre à l'édifice. Et avant, quand ils étaient avec Kabila, ils ont apporté quelle pierre? Parce que le problème, c'est de savoir retenir l'histoire. Dans les pays normaux, que nous jugeons normaux, on n'oublie jamais l'histoire des individus qui font la politique. Si mon histoire m'a collé que j'ai dirigé avec un sorcier, excusez-moi le terme, donc je suis complice de la sorcellerie. Et si la sorcellerie était punissable en politique,
comme le peuple congolais avait décidé aux élections passées de sanctionner M. Kabila et son candidat dauphin qu'il avait choisi, cette sanction-là serait réservée d'une autre façon aussi à tous ceux qui sont complices de son pouvoir, puisqu'aujourd'hui nous accusons Kabila. Mais Kabila a pleuré à son temps qu'il n'avait même pas 15 personnes pour l'amener à réaliser ce qu'il pensait pour le Congo. Alors j'ai peur de ce changement, de cette mutation de ceux qui n'étaient pas 15 chez Kabila, qu'ils viennent chez le président Félix pour qu'il en manque 3. Ça, j'ai peur. Voilà le problème, qui est la considération que le courant pour le salut du peuple a à l'Union sacrée et demande automatiquement au président de la République de nous redéfinir encore l'Union sacrée. Sinon, il y a une confusion qui plane. Nous l'attendons que le président Félix puisse émerger une autre génération politique. Le Congo ne manque pas d'intelligents. Tous ceux qui ont travaillé avec Kabila sont des complices et en droit, on parle qu'ils sont punis de la même peine que l'auteur principal. Mais maître, il y a le conseiller du chef de l'État, je crois, Vidi Chimanga, lorsque il avait tenu un point de presse, il a dit que Félix Tshisekedi n'a pas assez de gens qui ont de l'expérience. Voilà pourquoi il a besoin également de ceux qui ont eu à travailler avec M. Kabila. Non, madame, c'est faux. On n'est né pas avec l'expérience. Ceux qui sont aujourd'hui jugés ou supposés expérients, plein d'expérience plutôt, qu'est-ce qu'ils ont fait de leur expérience de Mobutu à Moussé Kabila, de Moussé Kabila à Joseph Kabila? Qu'est-ce que nous avons ramassé de tout ce génie qui sont présumés génies en politique? Il n'y a pas de génie en politique. Il n'y a pas d'expérience en politique. La politique, c'est un comportement, c'est un tas. Ça n'a rien à faire un problème d'expérience. Vous allez prendre les expériences, ceux qui sont pleins d'expérience, de vol, vous les mettez en place. Ils continueront à voler. Vous allez prendre ceux qui sont au pouvoir, qui pensent que le seul moyen qui paie en RDC, c'est le politique, et ils se font payer de l'argent pour ne prendre que ces enfants qui doivent commencer à nous malmener, nous qui n'avons pas d'histoire politique avec nos parents. C'est tout ça qui ont une expérience. Est-ce que les universitaires qui terminent à l'université de Kinshasa, les universitaires qui terminent à Lubumbashi, à Kisangani, ailleurs, n'ont-ils pas droit à avoir l'expérience? Ils ont aussi droit. Et quand est-ce qu'ils auront droit à l'expérience? Il faut attendre la mort de tous ces gens? Non. La mort politique de ces gens, c'est avec le président Félix. C'est-à-dire qu'il faut commencer quelque part pour y arriver. Il n'y a pas de quelque part. Je vous donne l'exemple de mon professeur Kolongele. Il était à mon temps, il était assistant et chef de travaux quand je sortais. Aujourd'hui, directeur de cabinet, il a joué l'intermédiaire de cabinet avec le président de la République. Il avait été directeur de cabinet dans quelle République? N'a-t-il pas joué son rôle correctement? Je peux te donner plusieurs exemples. Et des gens qui peuvent mieux faire sont en dehors des institutions. Pourquoi ne pouvons-nous seulement compter qu'à ces mauvaises expériences acquises et qui ont laissé de très mauvaises traces au Congo? Nous devons rester dans cette expérience-là. Maître Beaupol, on revient toujours sur le même sujet parce que le chef de l'État avait dit qu'il ne va pas fouiller au passé. Là, on le sait. Eux-mêmes reconnaissent qu'ils n'ont pas assez de gens expérimentés. Voilà pourquoi dans l'Union sacrée, c'est-à-dire que ceux qui ont travaillé avec M. Kabila, on le retrouve également dans l'Union sacrée. Quelle lecture faites-vous par rapport à cela? Merci. Je profite aussi pour saluer le confrère. Voilà, c'est comme il venait tout à l'heure de le dire, qu'il fallait définir la vision même de l'Union sacrée. Parce que c'est vrai, aujourd'hui, l'Union sacrée, comme je l'ai dit à beaucoup d'autres émissions, ce n'est pas une blanchisserie ou quelqu'un qui a, dans le passé, avoir mal géré et parce qu'il dit que l'Union sacrée est acceptée par la population, l'Union sacrée est acceptée par tous, il trouve que c'est mieux de venir s'intégrer à l'Union sacrée pour refaire sa politique d'une autre manière. Je pense que c'est ce que nous demandons tous, que le chef de l'État puisse redéfinir. Mais comment, au confrère, moi je me dis qu'il faudra quand même, on n'a pas besoin des mauvaises expériences, on a besoin quand même que chacun apporte sa contribution positive. Parce que le chef de l'État, à mon avis, dans ses différents discours, il a déjà comme un leitmotiv, c'est la consolidation de l'État de droit, la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption et toutes les autres actions qu'il est en train de mener pour que nous puissions arriver enfin à un État que nous pouvons dire effectivement un État de droit.
Je pense que c'est ça, au fait, à mon avis, hein, c'est vraiment à mon avis, c'est ça, au fait, la vision auquel chacun de nous doit adhérer. Donc, quand j'entre à l'Union sacrée, quand j'adhère à l'Union sacrée, moi, je ne suis pas politicien, je suis membre de la société civile, Oui. mais quand quelqu'un entre à l'Union sacrée, il doit savoir que j'y vais pour contribuer à la consolidation de l'état des droits, j'y vais pour lutter contre la corruption et j'y vais pour m'exercer à la bonne gouvernance. Donc c'est ça. En fait, l'union sacrée, c'est aussi la nouvelle classe politique. L'union sacrée, c'est aussi la nouvelle classe politique. Parce que comme mon confrère le dit, on ne peut pas toujours prendre les mêmes personnes qui ont géré du temps de Mobutu, les mêmes personnes qui ont géré du temps de Kabila le père, Kabila le fils, et aujourd'hui c'est Félix, on dit qu'ils ont de l'expérience. Mais l'expérience vient d'où? L'expérience s'acquiert. L'expérience n'est pas, on ne vient pas vous donner un diplôme, un jour on vous dit non, voilà, vous avez un diplôme d'expérience. Non, non. C'est au fur et à mesure qu'on est en train de gérer, qu'on est en train d'acquérir de l'expérience. Et si on est proactif, on crée aussi d'autres idées auxquelles les personnes peuvent adhérer. Donc, je pense que c'est ça. Le chef de l'État a dit qu'il ne va pas fouiner dans les passés. C'est bien, il ne le fait pas. Mais la justice, elle peut fouiner dans les passés. Laissez la justice faire son travail. Vraiment, Merci. alors, maître, je reviens à vous. Aujourd'hui, on voit ceux qui ont travaillé avec M. Kabila critiquer M. Kabila en disant non, ça n'a pas été bon. Mais ils étaient ministres, ils étaient députés, ils étaient mandateurs, tout consort. Est-ce que avec cette classe politique, on peut s'attendre au changement? Oui, madame, je le dis, en politique, il y a aussi question d'éthique, question de moralité. J'ai aimé, moi, je n'ai pas suivi peut-être les discours ou j'ai vu sur les réseaux sociaux, semble-t-il, le Premier ministre a parlé quelque chose sur des moralités éprouvées. Oui, on va y prendre. Là c'est un problème sérieux, parce que si hier, j'étais ami au diable, excusez-moi le terme, je suis pasteur, j'aime utiliser des termes qui sont bibliques, qui ne me causeront pas assez d'ennui. Voilà. Je n'ai pas dit que l'ancien président... Non. C'est un exemple que je prélève. Si hier, j'étais ami d'un diable qui me servait à ma faim, et qu'aujourd'hui, le diable est en faiblesse, je ne peux pas, moi, être ingrat à l'égard du diable. Puisque ce que l'on fait à Paul, on va le faire aussi à Jean. Si ces mêmes personnes-là qui ont servi Kabila, qui ont été des seigneurs à son temps, où il a tout donné durant tout son mandat, ces gens n'ont jamais commis. Aujourd'hui, tournent vers Kabila pour dire Kabila c'est un mauvais. Ne vont-ils pas le faire pour Félix demain? Quelle sera la garantie présente ces gens au président Félix qu'ils ne vont pas aussi l'appeler mauvais après son mandat? Et qui leur a dit que Félix va s'éterniser au pouvoir? Non, il va aussi les observer de son vivant et avoir d'autres présidents gérés. Ne vont-ils pas aussi tourner contre lui? C'est pour dire qu'il y a un problème de politiciens et de politiciens dans ce pays. Nous avons des politiciens commerçants, politiques, et nous avons des politiciens actifs qui ont le souci du nationalisme, qui ont le souci du Congo, en fait, je peux dire. Parce que si aujourd'hui tout le camp de Kabila acceptait de se constituer en opposition, je vous dirais, nous aurions eu l'état de droit, en réalité. Mais qu'aujourd'hui, vous allez dans le concept, Fayoulou vous dit, je dois être résistant. Chadari vous dit, nous ne sommes pas opposants, nous sommes résistants. Le concept n'existe même pas dans le dictionnaire politique. Le concept résistant n'existe pas. Mais c'est seulement ici au Congo où quelqu'un qui n'est pas contre un régime se dit résistant. Non! La résistance n'a que de portée sur le rapport de force. En politique, ce n'est pas le rapport de force. En politique, c'est le rapport d'idées. On s'oppose. Puisqu'ils ne sont pas d'accord avec ce que le président Félix fait. Mais pourquoi refuse-t-il d'être appelé opposant? Pourquoi refuse-t-il d'être appelé opposant? Nous avons un problème de qualité des politiciens dans ce pays. Ils sont là comme demandeurs d'emploi en politique, mais ils ne sont pas politiciens. Puisqu'ils sont en train de mouver à l'au gré de vagues. C'est-à-dire, ils sont en train de répondre au mouvement du vent. Et ce vent-là, c'est le vent politique. Comment je peux, moi, aujourd'hui, battre ma poitrine qu'il y a un seul modèle dans le camp des politiciens actuels que nous devons suivre? Et quel serait le signe de son éthique politique ou de sa moralité politique
qui serait comme le signe d'un modèle politique en RDC. Qui est celui-là? Oui, dans le temps passé, on peut te parler du docteur Etienne Tshisekedi, qui même ne fût que par sa vigueur et sa détermination, les gens pouvaient dire, moi je veux être comme Etienne Tshisekedi. Mais aujourd'hui, cite-moi un seul. Non, c'est ça le problème de la perte totale de la culture politique moderne, malgré nous sommes en train de vouloir emprunter ce qui se fait ailleurs, mais en réalité, au sein du pays, il y a un problème, il y a un vide. Alors que dure de la position? Oui, ok. Oui. Oui. Je voudrais quand même ajouter sur ce point, c'est-à-dire qu'il y a aussi un problème de leadership, sans pour autant critiquer le régime passé où il y a eu un problème de leadership où un leader a toujours l'obligation de bien informer, de bien communiquer, en fait, de bien donner sa vision. Mais quand les leaders ne communiquent pas assez bien, je pense que ceux qui sont autour de lui vont commencer à se faire des idées, à faire en sorte qu'ils puissent plaire aux leaders, même si ça ne vaut pas la peine. C'est ce que nous avons vécu, où les grands professeurs d'université, les hommes très intelligents, mais qui se sont transformés en tambourinaires, comme les professeurs Mbata, se sont transformés en flatteurs. Ils flattent sans pour autant apporter des idées concrètes. Est-ce que c'est parce que l'ancien président n'était pas aussi ouvert, ou soit c'est parce que seulement ils faisaient la politique de leur ventre, comme on le dit? C'est ça. Et Assemblée nationale, on parle toujours de l'union sacrée. Aujourd'hui, on a un président issu de l'union sacrée, Maître Armand. Quand vous avez suivi l'élection du bureau définitif, comment vous avez jugé cela? Madame, le courant soutient le chef de l'État, mais avec une nuance très importante, uniquement dans la légalité. Nous soutenons le chef de l'État, mais uniquement dans la légalité. Il est vrai que le processus au niveau de l'Assemblée nationale était émaillé de plusieurs irrégularités. Puisque vous pouvez étudier le droit de première année en deuxième licence et même au niveau doctoral, vous ne trouverez pas un cours de spécialisé parlementaire. Il n'y en a pas. Mais c'est un droit lié à des jurisprudences. C'est un droit lié à des comportements antiques, historiques. Comment était le fonctionnement du Parlement français à telle année? Et nous tirons cette jurisprudence, nous tirons ce comportement et on essaie d'adapter le fonctionnement conformément au régime. Mais ce qui s'est fait en RDC, réellement, il y avait de vices, de formes sur le processus électoral, mais qu'à cela ne tienne, politiquement, je tourne mon dos, je dis oui, il y a aussi une forme d'une démocratie dictatoriale qui peut exister dans un pays où les gens ne sont pas habiles à apprécier les bonnes valeurs. Vous comprenez? Une démocratie dictatoriale, mais dont le respect ne fût-ce que le respect fantôme de règles ou fantoche de règles. Parce que cela ne tienne, nous avons un président de l'Assemblée nationale, mais néanmoins, le concept de dire que c'est une majorité de l'union sacrée, je dis non, qu'ils arrêtent. Parce que Batu Lukwebo, bon, il a eu à le dire, même aux médias, que voilà, moi étant qu'informateur, par rapport à la mission qui m'a été confiée, voilà, j'ai maintenant 391 députés nationaux dans l'Union sacrée. Il a dit même hier, il a dit qu'on a fini avec l'étape de l'Assemblée nationale, mais non, c'est le Sénat. Oh, mais les... Nous disons... Nous avons dénoncé, vous savez, nous avons dénoncé les FCC et nous avons compris que les FCC n'avaient pas la majorité parce qu'il n'y avait pas de soubassement. Les FCC n'a jamais envoyé des députés aux élections. Les FCC a envoyé plutôt les partis politiques membres du FCC qui sont partis aux élections. Et ce sont les groupements politiques qui constituaient les FCC. Mais le FCC lui-même n'avait pas un soubassement juridique, où on peut dire aujourd'hui que voilà, ils ont une personnalité juridique et que sur base de cette personnalité juridique, ils peuvent prétendre à beaucoup de choses. C'est ça que nous conseillons au chef de l'État,
s'il veut que l'union sacrée soit une vision abstraite, ça va rester ainsi. Mais nous conseillons à ce que les hommes autour de lui et lui-même, qu'ils pensent comment est-ce que chercher un soubassement pour l'union sacrée. Je ne sais pas comment ils le feront, mais c'est juste faire peut-être des statuts, faire toutes les procédures requises en la matière pour obtenir peut-être une personnalité juridique. On ne sait pas. Oui, maître. De toute façon, ils sont au pouvoir Mais et ça va être facile pour. Le sénateur Bati n'a jamais été nommé. Il a été nommé, donc il serait nommé conformément à la Constitution de la République. Ouais. Donc c'est l'informateur de la République. De la République. Nommé par le chef de l'État, malheureusement, même si sa nomination n'a pas porté la signature du chef de l'État. C'était au travers d'un communiqué. Voilà, nous laissons ça. En réalité, le courant voulait attaquer cet acte-là en justice. Et on devrait même appeler à CAGE pour soutenir, puisque la CAGE doit aussi faire preuve de soutien de la bonne justice. Ouais, Puisque toujours. quand l'on parle que c'est le président de la République qui nomme, la Constitution n'a pas dit qu'en cas d'absence ou empêchement, c'est son directeur de cabinet. Non, les Congolais ont eu besoin de voir la signature du président de la République. Malheureusement, c'est qu'on n'a pas eu et nous nous sommes dit le moment est trop fragile. C'est ça maintenant l'opportunité même de toute action en justice. Le moment est trop fragile. Si nous nous soulevons à attaquer ce communiqué en justice, voilà ce que ça peut donner dans l'opinion. Laissons passer pour que nous puissions voir l'avancement des choses. Et nous sommes dit dans le principe de la fraude de Coronto, et ça a érigé un principe de loi, mais qu'on laisse la nomination. Il n'est pas l'informateur, ou il n'a pas été l'informateur de l'Union sacrée. C'est l'informateur de la République pour rechercher une majorité au chef de l'État, au sein du Parlement, au sein de l'Assemblée nationale. Et ayant trouvé la majorité, il y rend le rapport au chef de l'État. Et en plus, qui vous dit que l'informateur est une autorité politique? Non! Différemment, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Moi, je suis en train de rouler. C'est qui, c'est l'informateur? Il attend. L'informateur? Alors, entre l'informateur et les ministres, qui est plus que l'autre? Non, l'informateur, c'est l'agent du président, c'est la personne du président. C'est le président, c'est comme un conseil du président qui l'a délégué. On dit une personnalité politique qui lui délègue pour une mission bien déterminée et disparaît à la fin de cette mission-là. Mais malheureusement, vous parlez même hier, il a dit ceci. Non, hier, il ne pouvait plus parler. Bon, il a déjà trouvé une majorité absolue au président de la République au niveau de l'Assemblée nationale et maintenant c'est le tour du Sénat. Le problème, c'est celui-ci. Il n'y a pas de problème de tour. Est-ce qu'a-t-il rendu un rapport pour avoir identifié la majorité parlementaire? S'il n'a identifié que la majorité d'une chambre, c'est que ce n'est pas encore une majorité parlementaire. Il se contredit. Parce que Il se contredit. J'ai trouvé une majorité parlementaire au président. Là, c'est-à-dire le Sénat et l'Assemblée nationale. Mais si lui n'a donné que le rapport de l'Assemblée nationale, je suis désolé. C'est qu'il n'a pas fait son rôle d'identifier la majorité parlementaire. Maintenant, il va encore travailler, si on peut le dire. Et quel sera le rôle maintenant de cette majorité qui sortira du Sénat au moment où le Premier ministre est déjà nommé? On dit le président nomme hors ou au sein d'une majorité parlementaire. Il y a aussi une insiste de consultation de celle-ci. Il prend. Le président a déjà consulté cette majorité parlementaire-là. Pour qu'elle viendra faire son rapport du Sénat. Aujourd'hui, il y a un problème qui se passe au niveau du Sénat. Maître, vous êtes du courant. Où on voit, bon, il y a 6 membres d'entre les 7 qui ont démissionné. Il y a un vice-président qui est là. Mais curieusement, c'est le président du bureau d'âge ou bien du doyen d'âge qui préside toutes les séances plénières. Qu'est-ce qui se passe? Que dit la loi? Il y a quelqu'un qui m'a posé cette question. Je dis, OK, je vais devoir poser à Maître Armand. Qu'est-ce qui se passe? Je vous ai dit que le droit parlementaire, c'est un droit de jurisprudence. C'est un droit de comportement, un droit historique. Le vice-président, le premier vice-président du Sénat, oui, qui n'a pas démissionné, a le pouvoir réglementaire et statutaire, le pouvoir constitutionnel, plus que le doyen d'âge. Et quand on le met à côté pour donner au doyen d'âge le pouvoir, parce que le règlement dit quoi? En cas d'absence ou d'empêchement, même définitif du président, c'est le premier vice-président
qui les remplace. Et maintenant, nous sommes dans l'hypothèse où le président, je prends seulement le cas du président, il a un empêchement définitif, c'est-à-dire démissionne. Qui doit maintenant siéger? Qui doit remplacer le président? C'est le premier vice-président du Sénat. On constaterait tout simplement l'absence d'autres membres. Et le président devrait demander qu'on lui adjoigne le bureau provisoire d'âge pour qu'il complète les bureaux. Parce que là, c'est le bureau, ce n'est pas l'individu, premier vice-président. Ceci viendrait compléter le bureau. Mais c'est lui qui appellerait les plénières. Puisque jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'est pas parti. Ceux qui l'ont élu ne l'ont pas encore retiré confiance. Et qu'est-ce que nous devons faire de cette confiance-là? On met en vieilleuse la confiance du Sénat donnée au premier vice-président qui est encore là, mais qui va prendre le banc. C'est une erreur grave. Le droit administratif, c'est un droit de référence aussi. Nous devons toujours chercher. Mais malheureusement, le Parlement est en difficulté de son fonctionnement politique, puisque le sens de se servir a déjà pris là-bas. Nous devons nous servir. Ça devient grave. Les politiciens sont dans le croisé de chemin, ils ne savent plus quoi faire. Les raisonnements les échappent. Comment pouvez-vous mettre un premier vice-président non démissionnaire que vous n'avez pas attaqué sur le banc et prendre un bureau provisoire? Non. Et d'ailleurs, l'exception provisoire, moi, conformément à mes recherches, je suis doctorant, on ne peut pas utiliser le concept de bureau provisoire quand un bureau défini fait sanctionner. C'est un bureau exceptionnel. On l'appelle le bureau provisoire. C'est au début de la législature que ces bureaux-là portent le nom de provisoire. Pendant les sanctions administratives, c'est un bureau exceptionnel qui naît avec une circonstance exceptionnelle et disparaît avec celle-ci. Alors comment vous devez faire partie le premier vice-président? Si moi, j'étais consulté comme son conseil, je lui dirais non, tu ne peux pas être sur les bancs. C'est toi, au contraire, qui remplace les présidents du Sénat jusqu'à l'élection du bureau. Ok, voilà, je crois bien que toutes ces personnes qui avaient un peu de soucis, vous avez suivi avec beaucoup d'attention. Nous allons parler de la deuxième partie de notre émission de ce jour sur la nomination de M. Sama Lukonde au poste de premier ministre de la République démocratique du Congo. Mais avant de donner la parole à mains invités, nous allons d'abord suivre l'élément, soit l'entretien qu'a eu le nouveau Premier ministre avec le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, surtout ses propos après l'audience. Suivez. Déjà plus ou moins énoncé par la volonté de son Excellence Monsieur le Président de la République en disant que ça devrait être réduit. Bien sûr, nous allons revenir avec des chiffres beaucoup plus précis en termes de nombre de ministres et de vice-ministères, mais ça sera certainement moins que la taille du gouvernement actuel. Pour le reste, nous allons nous mettre le plus tôt en contact avec l'informateur qui va nous donner les résultats des travaux qu'il a fait, parce que ça nous donne les forces politiques en présence et ça va nous permettre de discuter avec les différents responsables. En ce qui concerne le profil, nous allons bien sûr revenir sur des personnes de bonne démocratique du Congo. Mes premiers mots sont d'abord des mots de remerciement et de reconnaissance envers son autorité pour ce choix. Ensuite, bien sûr, nous rendons grâce à Dieu parce que c'est lui le maître des temps et des circonstances. Tout à l'heure, son Excellence, Monsieur le Président de la République, a bien voulu nous accorder sa première audience. Nous avons eu un entretien parce que je tenais à avoir sa vision. Vision qui s'inscrit dans l'union de la nation. Et ces mots sont revenus sur les préoccupations. Les préoccupations qu'il a entendues du peuple congolais à travers les consultations qui avaient été données. Ces préoccupations du peuple congolais concernaient principalement la sécurité. Et comme vous le savez, ça va être un des domaines prioritaires.
particulièrement à l'est de la République démocratique du Congo et dans le Katanga. Ensuite, comme vous le savez, à côté des questions sécuritaires, nous avons des questions sociales, des questions de développement, des questions de justice pour tous, d'accès à l'enseignement. On est revenu sur la question de la gratuité, comme vous pouvez bien vous l'imaginer, de la question de la santé et l'accessibilité à des soins décents pour tous. Pour le reste, nous allons nous mettre le plus tôt en contact avec l'informateur qui va nous donner les résultats des travaux qu'il a fait, parce que ça nous donne les forces politiques en présence et ça va nous permettre de discuter avec les différents responsables. Mais bien sûr, en leur faisant comprendre que nous n'avons pas le temps qui joue avec nous. Le 15 mars où nous devons nous présenter, c'est déjà dans un mois. Et donc je vais compter sur leur bonne foi et pour que nous ayons vraiment dans la célérité dans la formation du gouvernement. Voilà, vous avez suivi avec nous. Là, c'est le nouveau Premier ministre de la République démocratique du Congo. Il s'agit des gens Michel Sama Lukonde, c'est lui qui va désormais diriger le nouveau gouvernement. Maître Bopol, nous avons suivi avec beaucoup d'attention l'exposé de notre nouveau Premier ministre. Il a eu à épingler 3 points. Il a commencé d'abord par la sécurité au niveau de l'Est de la RDC et du Haut-Katanga. Il a parlé de la justice pour tous et de la gratuité de l'enseignement de base. Commençons par le premier point, sécurité à l'Est de la RDC. Aujourd'hui, depuis toujours, il y a un souci au niveau de cette partie du pays. Est-ce que vous pensez que Sama va être à la hauteur ou bien il y aura du calme de l'autre côté, surtout que maintenant c'est la RDC qui dirige l'Union africaine? Nous saluons d'abord Maître, vous tenez juste au milieu. Ouais, okay. Alors merci. Comme vous savez, déjà dans son tout premier discours, dans sa toute première allocution, il a soulevé cette question récurrente de la sécurité à l'est du pays. Effectivement, nous avons besoin de la sécurité à l'est du pays parce que ce problème a duré depuis longtemps. À la question de savoir si il va réussir, moi je crois qu'avec beaucoup de volonté, il peut arriver à élaguer cette situation qui a beaucoup duré à l'est du pays, mais aussi il doit travailler à rechercher les causes de cette guerre. Parce que si on attaque on cherche à donner des solutions superficielles sans trouver les réelles causes de la guerre, je pense que ça sera peine perdue parce que ça va toujours revenir et c'est ce qui s'est même passé. Nous avons entendu les héros. Moi, je connais, il y a le colonel qui est décédé là. Il y a Mbunja Mabe qui est arrivé là-bas, qui a fait quelque chose. Il y a Mamadou qui est passé là-bas, qui a fait quelque chose. Mais enfin, on se disait que bon, la victoire est là. Et même lors de la prise du pouvoir du président Félix Tshisekedi, nous avons entendu les avancées des FARDC qui sont en train, petit à petit, d'arrêter ou de mettre fin à certaines zones de guerre. Mais si la cause n'est pas attaquée à la source, je pense que ça va encore revenir. Parce que vous savez qu'après plusieurs rapports, il y a même le rapport Mapping qui a cité les auteurs intellectuels de cette guerre. Les personnes qu'on arrête sur terrain, ce n'est pas eux. Vous savez qu'en RDC, nous sommes sous embargo. On ne peut pas acheter des armes. Mais les armes que ces gens-là détiennent viennent d'où? Donc il faut rechercher toutes ces causes et attaquer les causes, les résoudre. Je pense qu'on aura la paix à l'est du pays, même au Katanga aussi, parce que vous savez que dernièrement, il y a eu encore l'incursion des milices Bakatakatanga dans la ville de Lubumbashi. Oui. Voilà, Maître Armand, vous avez suivi la première allocution de
de son Excellence, Monsieur le Premier ministre de la RDC. Bon, il a parlé sur plusieurs points. On commence d'abord par la sécurité. Lors de la campagne, il y a le président de la République, Félix Tshisekedi, qui avait promis d'implanter un QG à l'Est, mais jusqu'alors, bon, on ne voit pas cela. Et aujourd'hui, Sama qui revient sur ça, il dit, parmi mes préoccupations, soit mes priorités, je vois d'abord la sécurité au niveau de l'Est et du Katanga. Votre mot? Merci, madame. Je dirais que c'est une question majeure, c'est une préoccupation que lui ne pouvait pas s'en passer pour ne pas dire aux Congolais qu'il amènerait la sécurité. Il va lutter contre l'insécurité à l'Est et au Katanga. Au Katanga, en réalité, c'est un problème d'insurrection, un problème de quelques couches qui sont pas satisfaites de leurs besoins, de leurs préoccupations, tout ça. Ça, même par simple dialogue, on peut trouver une solution. Ces gens-là ne font pas la guerre uniquement pour prendre une partie de terre riche, comme à l'Est. La guerre de l'Est a commencé dans le fondement historique avec le génocide rwandais et tout ça. Mais aujourd'hui, il n'est plus question de rester dans cet imaginaire génocide rwandais qui a fait entrer le Rwandais au Congo. Puisque même à Kinshasa, nous avons des Rwandais qui ne nous agressent pas. Vous comprenez? Le problème, il est ailleurs, en fait. Moi, je veux que le Premier ministre, en venant, c'est vrai, c'est toute prétention claire. Et je salue sa nomination. Je félicite sa nomination, puisqu'il est de la génération que nous entendions réfléchir autrement. Hein? Parce que je prie Dieu qu'il ne soit pas tacheté. Il a été jeune ministre, jeune député. Et aujourd'hui jeune Premier ministre. Et ne l'appelez même pas nouveau. C'est le Premier ministre de la RDC. Parce qu'il n'y a pas un ancien qui traîne quelque part. Hein? Donc, c'est comme ça. Il est le Premier ministre de la RDC. Et cette vision de lutter contre l'insécurité, c'est aussi une façon de voir. Nous avons des personnes qui ont des entreprises au Congo qui financent les guerres de l'Est. Nous avons ces entreprises qui financent les guerres de l'Est, qui ne veulent pas que la guerre se termine, puisqu'ils tirent profit toute le fois qu'il y a guerre, il y a mort d'hommes, il y a des minéraux qui sont volés à leur faveur, mais eux, ces entreprises travaillent dans ce pays. Mais le problème, c'est qu'il y a un problème de la loi sur le blanchiment de capitaux et financement de terrorisme qui n'est pas beaucoup plus prise en rigueur. Je vais vous donner l'exemple aujourd'hui de quelques entreprises, même ceux qui vendent des cigarettes, même ceux qui vendent le brassicole et consorts, tout ça. Qu'est-ce que l'État trouve comme gain, sinon en train tout simplement les petits pourcentages qui devraient entrer dans le caisse de l'État, entrer dans le poche de l'État. Et ces gens, leur argent, ils amènent où? Tantôt, il y a certains dont l'argent ne tombe même pas au Congo. L'argent ne tombe pas au Congo. On vend et chaque soir, l'argent tombe dans un autre pays. Au motif de financer ces gens. Qui demain vous allez le trouver? Qui demain vous allez trouver ces gens sont en train de bien manger, ils ont des armes qui sont nouvellement fabriquées, des nouvelles éditions d'armes que le Congo ne peut pas se procurer. Et il y a des multinationaux qui prennent l'argent du pays, de la RDC, pour nous mettre dans cette situation. Je sais que les situations sécuritaires ne se parlent pas dans le média et que si le Premier ministre ça va compter sur son intelligence d'abord, sa foi, sa détermination et sur la génération qui peut l'accompagner, je sais que cette question sera résolue. Voilà. Avant le deuxième point, avant de chuter, justice pour tous. Un autre aspect, aujourd'hui, il y a l'IGF qui est sur terrain tout le jour dans des entreprises en train d'auditionner le DG, les anciens ministres. Justice pour tous, on peut espérer à cela? Pourquoi pas, on peut espérer. Vous savez que la justice, c'est le combat depuis longtemps de l'Association congolaise pour l'accès à la justice. Nous avons participé plusieurs fois dans des forums, dans des réunions, des ateliers pour voir dans quelle mesure notre justice peut être améliorée. Et aujourd'hui, nous avions fait le diagnostic. Nous avions fait le diagnostic lors des États généraux de la justice. On a trouvé qu'il y a beaucoup de morts dans la justice. Il y a la
corruption qui gangrène le secteur de la justice, il y a les jugements iniques, il y a les magistrats qui ne font pas leur travail, il y a même la surpopulation carcérale. Parce qu'il faut aussi dire que c'est parce que les magistrats ne font pas bien leur travail que nous retrouvons beaucoup de détenus préventifs à la prison. Et aujourd'hui, la prison qui devrait contenir 1500 personnes, elle est à 8000 personnes. Et il y a une promiscuité terrible là-bas et des maladies qui se transmettent chaque jour. Nous croyons qu'avec l'avènement du président Félix Tshisekedi, la justice est en train de revêtir de sa toute belle robe. Parce que, comme vous le savez, la Bible dit que la justice élève une nation. La justice, ce n'est pas seulement aussi les magistrats. La justice, c'est vous, c'est nous qui sachons que ça, ce n'est pas bien et ça, c'est bien. Et j'ai fait ce qui est bien et ce qui est réglementaire ou ce qui est dans la loi. J'étais en train de venir tout à l'heure avec un chauffeur. J'ai vu, c'est un exemple que je donne, j'ai vu qu'au lieu de prendre la route normale, il a voulu sauter, il a voulu faire un raccourci. Je lui dis, mais pourquoi tu fais ce raccourci? Il me dit, non, vieux, si je tourne par là, c'est loin. J'ai dit, non. Mais est-ce qu'on t'a dit que moi, je suis pressé? Moi, je ne suis pas pressé. On va, tourne calmement. Parce que si un roulage t'arrête maintenant et te dit, non, non, tu as passé la loi, tu vas dire, non, non, état de droit, yangoy. Oui, mais c'est état de droit, c'est justement ça, parce que tu n'as pas respecté les règles établies. L'état de droit, c'est aussi respecter la règle établie. Donc, l'accès à la justice, c'est un travail qui doit se faire vraiment avec beaucoup de profondeur parce que nous avons lutté, la CAJ, nous militons chaque jour pour l'amélioration des conditions des magistrats, nous militons chaque jour pour l'amélioration des acteurs, de toutes les personnes qui interviennent dans l'appareil, dans le secteur de la justice. Et si le Premier ministre s'engage aujourd'hui avec détermination pour que la justice fasse réellement son travail, je pense que c'est quelque chose que nous devons encourager. Et nous lui disons qu'il peut il peut aussi tenir compte de nous parce que nous avons quand même une petite expérience pour l'accompagner dans la recherche d'une bonne justice dans ce pays. Voilà, Maître Armand, le Premier ministre Sama a parlé également de la taille du gouvernement. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement composé de 65 ministres. Je parle ministres et vice. Il dit que nous devons réduire. C'est une bonne idée ou mauvaise? Bon, vous avez sauté la question de la justice. Avec peine, Bon, si vous avez un mot à dire, vous pouvez y compléter ou soit apporter votre... Je voudrais dire un mot sur la justice, en réalité, avant que je ne réponde sur la taille du gouvernement. Oui. La justice pour tous, c'est un principe, c'est une très bonne théorie qui ne peut pas s'appliquer chez les illettrés. J'ai toujours dit que le pays égorge 86% d'illettrés. Imaginez-vous que nous n'avons que 14% d'intellectuels. Je parle d'intellectuels, pas ceux qui parlent le français, je parle d'intellectuels. Même parmi les illettrés, il y en a ceux qui parlent le français, mais ils sont illettrés. Et on ne peut pas donner la justice à ceux qui ne connaissent pas la valeur de la justice. Parce que pour nous, la justice, c'est qu'on te condamne même si tu n'as rien fait. Mais pourvu qu'on te condamne pour la satisfaction de plaignant. Et si tu dis au plaignant que je la quitte puisque je n'ai pas trouvé la vérité judiciaire dans le fait que tu as déposé, il n'y a pas la justice. C'est un indice sérieux que le président de la République, avec le Premier ministre qui est de notre génération, puissions tenir pour renforcer la formation de Congolais pour qu'ils connaissent la valeur de la justice. Et ce n'est pas seulement au regard de justice comme judiciaire, mais il y a la justice comme légale. Le respect de lois, de normes et de règlements constitue aussi une très grande partie de la justice dans un pays. Si les lois ne sont pas respectées, la corruption qu'on est en train de parler tout le temps au Congo, Joseph Kabila m'a traqué sur la corruption, je vais lutter pour... Mais il nous a laissé toujours des corruptibles.
L'indépendance de la justice dont il est question, ce n'est pas du fait qu'on lui paye beaucoup d'argent. L'indépendance du juge commence déjà par la maîtrise de la matière. Les juges doivent être formés, qu'on n'ait pas honte de former. On finit l'université, c'est vrai, mais il y a des choses, pratiquement, qui peuvent sauter à certains moments dans l'exercice de leurs fonctions. Et nous avions même demandé à l'époque de Luzolo que tous les magistrats, au moins, puissent passer par le barreau. S'il fait 3-4 ans au barreau, il peut devenir un bon magistrat, puisqu'il aura peut-être connu la rédaction de certains actes. Malheureusement, on a connu ce qu'on a connu, la tolérance a quitté de 0 jusqu'on est devenu je ne sais pas combien. Donc, la justice, c'est une très grande question. Peut-être vous pouvez consacrer ça un jour. Nous allons détailler, parce qu'il y a un problème sérieux. Il y a un trou en réalité que le Premier ministre a de travail à faire, puisqu'il lui doit réellement sortir le magistrat de ce trou-là et aider les Congolais à comprendre la valeur de la justice. Si cela ne se fait pas, c'est inutile. Et avec qui va le faire? C'est avec sa génération. Ok. La question sur la taille du gouvernement, c'est une question qui découle de l'appréciation. Pour qu'un État fonctionne valablement et les fonctions des ministres soient exercées avec dévouement, ne demande pas qu'il y ait moins ou plus. C'est un problème de la qualité. Un problème de la qualité et de la conscience, comme on le dit. Donc, on peut avoir 50 ministres. Le pays est tellement grand. Ne copions pas des choses que nous trouvons peut-être ailleurs. Vous avez un pays comme le Rwanda qui peut avoir 20 ministres. Vous dites non, nous devons... Mais Rwanda, ma province du Sankourou, est plus que le Rwanda. La province est plus que le Rwanda. Congo-Brazzaville a 5 millions d'habitants. Le Sankourou a 4 800 000. Et vous allez prendre le même nombre de ministres qui sont là-bas et les imprimer au Congo? Non. Je dis au Premier ministre que non, car cela ne plaise. Ça, c'est très bien de réduire cela au regard du budget. Mais il faut aussi regarder l'étendue de la République. Et la population que vous devez diriger avec 20 ministres, vous mettez 20 ministres avec 50 conseillers dans un cabinet. Je ne sais pas comment ça va se faire. Mais néanmoins, c'est une bonne idée, mais le calcul, le raisonnement ne peuvent pas nous épargner de réfléchir que ça, c'est un grand pays qui doit avoir des grands serviteurs consciencieux. Parce que les ministres sont des serviteurs de ce pays. Ce sont nos serviteurs. Ils doivent venir avec cette idée-là de devenir serviteurs de Congolais. Et non les autorités de Congolais. Et non les chefs de Congolais. Parce qu'ils sont là pour nous servir. Les jours où je verrai un ministre circuler dans ce pays sans policiers, je dirais que le pays a commencé à changer, puisqu'ils ont déjà compris que nous pouvons circuler sans policiers dans ce pays, puisque le peuple est notre sécurité. Là, c'est un problème. Alors, pour en finir, Maître Abopol, la toute dernière question. D'ici le 15 mars, nous aurons un nouveau gouvernement de l'Union sacrée, bien sûr. Aujourd'hui, comme j'avais dit tantôt, Monsieur Vidi Chimanga, qui avait déclaré que le président de la République a besoin. Là, c'est le propos de Vidi Chimanga, des hommes qui ont de l'expérience. Si vous êtes conseiller de M. Sam Malukondi, qu'il faut former un gouvernement de l'Union sacrée de la nation, et que les anciens ministres, quand je parle des anciens ministres de l'époque de M. Kabila venaient, est-ce que vous allez accepter parce qu'ils ont de l'expérience, oui ou non? Moi, excusez-moi, je suis catégorique sur ce point-là, je dirais non. Je dirais non parce que dès le début de cette émission, nous avons dit que l'expérience s'acquiert. Dire que des personnes qui ont géré, vous savez, il y a un adage qui dit « chasser les naturels, il revient au galop ». Donc, il peut venir avec bonne intention de bien gérer, mais quand il va trouver une autre dynamique, il risque de pourrir les fruits qui sont là en bon état. Je pense que Monsieur le Premier ministre doit faire l'effort de refaire la classe politique. Je ne sais pas si le terme est approprié, mais de refaire la classe politique avec de jeunes qui sont compétents, qui ont une bonne moralité. Parce que vous savez qu'à un certain moment, on a commencé à utiliser la jeunesse comme une sorte de bouclier. Donc, on veut être député,
on veut être ministre, on utilise les jeunes comme une sorte de bouclier pour que le jeune puisse vous porter là où vous voulez que vous soyez. Non, c'est comme ça que les jeunes vont à l'université, ils ne font plus rien à l'université. Ils savent, comme nous les avions tous entendus, Chancellor Opama, il peut faire n'importe quoi et puis se retrouver conseiller du ministre. Moi, je lui dirais, Monsieur le Premier ministre, faites un choix objectif, mais basé sur certains critères. Nous avons, dernièrement, la CAGE a publié une lettre où nous avons demandé que parmi même les personnes qui peuvent être choisies par le Premier ministre pour travailler avec lui, il peut prendre même les personnes de carrière, les personnes qui ont l'expérience dans tel ou tel autre domaine, dans le domaine où il veut. Par exemple, si c'est à l'enseignement, il y a au ministère de l'Enseignement des directeurs, des secrétaires généraux qui ont une bonne expérience, qui peuvent aussi devenir ministres, pourquoi pas. Donc, est-ce qu'il faut seulement prendre quelqu'un qui est dans un parti politique ou quelqu'un qui fait de bruit à la télévision? Non, non. On peut aussi prendre des personnes qui ont de l'expérience en cette matière, mais au-delà de tout ça, qu'ils aient une bonne moralité. Mais j'insiste, beaucoup plus les jeunes. Maître Armand, beaucoup plus le jeune, 10 ans à la tête du pays, le président de la République. Le bilan plutôt du président de la République est un peu décevant. Il y a eu échec, là, c'est tout le monde, on le sait. Voilà pourquoi il a créé l'Union sacrée de la nation. Aujourd'hui, selon les dits du Premier ministre, il va se référer, soit il va travailler avec l'informateur. Encore ici, dans ce pays, on utilise un langage vulgaire, partage du gâteau. C'est quand il dit déjà, je vais travailler avec l'informateur, on va retomber sur toujours les mêmes histoires où on doit voir qui doit être ministre, c'est-à-dire par rapport au poids politique. Est-ce que c'est important de recourir toujours à ces pratiques ou bien il faut passer directement à l'action, voir qui sont compétents, qui peuvent aider le président pour qu'il n'y ait plus, parce que 2023, c'est dans 2 ans ici, on doit aller aux élections. Merci, madame. Je dis que le Premier ministre n'ait pas imaginé trop vite. Je sais que c'est une question qu'il a embrassée. Il a réagi trop vite dans sa communication, promettant de travailler avec l'informateur qui a déjà mis fin à sa mission, que je sache. Parce que sa mission, c'est jusqu'à la nomination du Premier ministre. Comme le Premier ministre est sorti, c'est seul le Premier ministre, avec le rapport déposé, qui va faire passer en consultation. Comprenez? Le Premier ministre qui doit consulter. Il n'a plus un travail avec l'informateur. Ce n'est pas son informateur. C'est l'informateur du président de la République. Il ne peut pas travailler avec l'informateur parce que ce n'est pas l'informateur du Premier ministre. Le Premier ministre est sorti, il doit être face au rapport déposé par l'informateur. Ça, c'est un premier élément très important. Deuxièmement, parler de regroupement politique, de poids politique pour le poste ministériel. Je disais autrefois que le divorce entre FCC Cash n'a eu comme conséquence, c'est l'extinction de l'autoritarisme moral. Donc, on a éteint l'autorité morale, ou une autorité morale, sur qui tout le monde était, ou un grand nombre de députés étaient soumis. Mais pour l'instant, la situation reste presque la même. Puisque l'union sacrée, s'il faut lui donner un sens d'un regroupement, c'est un regroupement coalisé. Oui, oui. Comprenez? Donc, on est sorti d'une coalition de 2, on est à une coalition de plusieurs. Où M. Baptiste, il est autorité morale de ses députés. M. Moïse Katumbi est autorité morale de ses députés. Nous avons vu quand il s'agissait plutôt de signer la pétition contre Ilunkamba, il y a ceux d'Ensemble pour le changement qui ont refusé catégoriquement. Voilà. Et en plus, pour l'instant, la difficulté revient encore dans le sens que la Cour constitutionnelle a donné la liberté à ce gens, expliquer les mandats impératifs, et ils peuvent quitter et puis faire leur mandat national, puisque le mandat il est national que partisan. Donc automatiquement, je peux quitter ton parti. Si tu ne me mets pas à l'aise, je reste indépendant. Au moment où il a été élu sous le seuil d'un parti politique ou d'un regroupement politique. C'est très complexe. Donc la situation demeure comme telle. Nous savons bien qu'on ne veut pas aller outre. Ce sont les partis politiques et les regroupements politiques
qui vont présenter leur ministère, qui vont présenter leur répartition, parce qu'ils sont en coalition. Mais que cela se fasse avec toute indépendance, puisque la République le regarde. Nous regardons le Premier ministre cette fois-là. Nous le regardons. Ces regroupements politiques sont très vite partis vers l'Union sacrée puisqu'ils ont été menacés de dissoudre l'Assemblée nationale. Mais c'était une très forte décision que le président prendrait pour encore sauver le pays. Mais comme nous ne l'ayons pas pris, nous disons, ok, ils sont venus vers vous, mais il faut beaucoup plus de prudence. L'Union sacrée n'est pas une église où le mot conversion de cœur est prêché par le pasteur. Non. En politique, il n'y a pas de conversion de cœur. En politique, il y a un problème de conscience et d'intérêt. Alors, si nous allons trouver que ces gens-là traversent vers le président Félix sans intérêt, c'est faux. Parce que j'ai entendu certains dire, quand le président m'a parlé de l'union sacrée, j'ai entendu qu'il y avait l'intérêt du peuple. Mais qu'est-ce que tu servais hier à côté de Kabila? Donc, tu ne servais pas l'intérêt du peuple. Et qu'est-ce qui te fait croire que les propos qu'il est en train de dégager sont vrais? Donc, le Premier ministre, lisons son histoire, parce que moi, j'ai connu le Premier ministre par le nom, il y a sa femme qui est avocate et tout, et tout, et tout. Je me suis dit, en fait, si c'est lui, nous croyons, il peut miner que sur les intelligences, beaucoup plus sur les consciences que sur les intérêts. Parce qu'il y a des gens qui peuvent servir le président de la République qui ne sont pas de l'UDPS, qui ne sont pas d'AFDC, qui ne sont pas d'ensemble, mais qui peuvent servir le chef de l'État valablement, sans aucun intérêt. Mais ceux-là qu'on approche aujourd'hui, ils ont déjà garanti au chef de l'État qu'ils vont le servir positivement? Ou bien il viendra encore créer un troisième divorce ou deuxième divorce? Il faut qu'on arrive dans les analyses et nous allons aider le Premier ministre. On ne le laissera pas. Il est de notre génération, je le répète. Nous allons l'aider pour que nous, jeunes, nous puissions inscrire quelque chose dans l'histoire de ce pays. C'est important. Voilà. Merci beaucoup, Maître Beaupaul. Je rappelle que vous êtes chargé des programmes de la CAGE. Merci pour avoir accepté notre invitation. Je vous remercie aussi, madame. Merci également à Maître Armand Lokeka, il est coordonnateur du courant pour les saluts du peuple, et d'avoir accepté notre invitation. Merci, madame. Je respecterai toujours vos invitations. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez compris que c'est par ici que nous mettons un terme. Bien sûr que nous poursuivons avec l'animation matinale jusqu'à 12h30. Mais du moins, le sujet du jour, c'était qu'attendre du gouvernement Sama Lukonde. Je crois bien que mes invités, chacun a eu à bien sûr donner son apport par rapport au nouveau, soit au prochain gouvernement que nous attendons d'ici peu. C'est-à-dire que d'ici le 15 mars, nous aurons de nouveaux animateurs des différents ministères, c'est-à-dire que nous souhaitons déjà bonne chance au Premier ministre Sama Lukonde. Il est jeune comme nous. J'espère bien qu'il y aura le changement et surtout qu'il y a eu un échec avec le FCC Cash, mais espérons que cette fois-ci, il y aura changement.